Entre nos cultures. Monsieur Pierre Romanet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler donc de l'Aunis en vigne, et avec vous nous allons voir l'histoire de cette vigne en Aunis. Ça part de loin, je crois. Ça part de très loin. Il faut déjà dire dès le début que la vigne, on retrouve des traces de vigne sauvage dès le fin fond de la préhistoire. C'est attesté dès le Quaternaire. Les plus anciennes traces actuelles se retrouvent donc au Moyen-Orient, donc en Géorgie, en Iran, donc notamment. Et donc il semble que la viticulture et la vinification soient nées dans ces régions. Ensuite, ça a diffusé largement autour du bassin méditerranéen. Donc c'est passé, donc on en retrouve des traces dans les plus anciennes civilisations, on en retrouve des traces à Sumer, on en retrouve des traces en Égypte où ça figure sur les fresques de très nombreux tombeaux par exemple, dans la Bible, de nombreux épisodes qui réfèrent le fameux épisode de l'ivresse de Noé par exemple. Ensuite ça diffusé. J'avais pas retenu ça, moi, que Noé était ivre. La première ivresse biblique. Oui, c'est la première ivresse biblique, qui a une importance historique extrêmement donc importante d'ailleurs, parce qu'elle a stigmatisé un des fils de Noé qui est à l'origine finalement mais là c'était vraiment des digressions, qui était à l'origine finalement de toute la ligne africaine et des gens à peau noire, et ça a été un argument qui a été repris. Donc ce fils avait critiqué fortement donc Noé, avait rendu public l'ivresse de Noé, et ça a été une stigmatisation effectivement de ce fils et de toute sa lignée, et argument qui a été repris d'ailleurs beaucoup plus tard et qui a justifié en particulier la traite des Noirs par exemple, aux yeux de l'Église par exemple. Bon, ça c'est un petit peu une digression. Sinon la vigne a diffusé donc sur tout le Moyen-Orient, donc en Grèce évidemment avec le culte de Dionysos, ensuite repris par les Romains avec Bacchus. Donc chez les Romains on retrouve, il y a aussi l'attestation de la vigne et du vin chez les Étrusques, donc dans les tombeaux étrusques, de nombreuses scènes de banquets où figurent des coupes et des coupes du vin. En Italie, la grande région productrice de vigne, c'était la Campanie, c'était donc la région donc de Naples, et de là ça a diffusé dans tout l'Empire romain, et donc en particulier donc en Gaule, à partir de Marseille, de Phocée, la fondation de Phocée, moins 600 avant Jésus-Christ. Après le littoral méditerranéen, donc ensuite ça a remonté donc toute la Gaule, soit par le couloir rhodanien ou effectivement par l'Aquitaine, avec deux grands cépages. L'un c'est l'allobrégique sur toute la vallée du Rhône, et l'autre en Aquitaine c'est la biturca. Et donc c'est une richesse très importante. Seuls les propriétaires romains avaient droit donc de cultiver donc de la vigne. Ça a pris une expansion donc considérable. On en retrouve donc de nombreuses traces là aussi dans les villas gallo-romaines. Et dans notre région, on le retrouve en particulier à Loumou, sur le site donc de Montcidin. Si c'est arrivé avec les Romains, ça aurait dû arriver avec Lyon-Sainte d'abord, non? Donc d'abord en Saintonge avant l'Aunis. Oui, en Saintonge et en Aunis. Sainte a été d'ailleurs une grande plaque tournante du commerce, d'abord du commerce à l'époque gallo-romaine, et en particulier donc du commerce de la vigne. Donc une grande extension, et puis ensuite la chute de l'Empire romain, donc les invasions barbares, où là vraiment donc c'est une époque assez catastrophique sur le plan donc de la viticulture, donc avec donc des ravages très importants, mais malgré tout la vigne a quand même donc subsisté par quelques propriétaires qui ont réussi à poursuivre donc la tradition. Et puis on arrive ensuite donc à l'ère chrétienne, où là effectivement donc un renouveau très important, puisque la vigne, le vin donc est le sang du Christ, figure le sang du Christ, et donc ça va être repris au cours de l'Eucharistie, et va se développer une viticulture monastique autour des abbayes, des évêchés, et dans notre région autour en particulier des quatre grandes abbayes cisterciennes. Donc là la culture de la vigne va prendre une ampleur considérable, les surfaces de vignes sont extrêmement donc importantes. On le retrouve aussi donc dans les donations, on voit qu'il y a une explosion des donations de vignes à la fin du premier millénaire.
Et donc c'est un phénomène extrêmement important. Et j'ai noté également que grâce à Aliénor d'Aquitaine, on a commencé à exporter vers l'Angleterre. Alors, parallèlement donc à la culture de la vigne, va naître le commerce donc de la vigne, avec effectivement la figure donc de l'image donc d'Aliénor d'Aquitaine. Alors, avant Aliénor d'Aquitaine, il y avait des petits ports qui faisaient déjà le commerce du vin. Le premier était Maran, et puis ensuite la Queue de Vache, c'est-à-dire du côté de Marcilly, les Tonnet-Charente, les ports de l'île de Ré. On retrouve un port au vin près du Bois-Plage, je crois, donc des Traces. Et puis ensuite, donc c'est le port d'Aliénor d'Aquitaine, donc fondé à partir de 1199, où le port va se développer donc d'une façon très importante, bénéficiant de franchises très importantes, d'exonération donc de taxes, et on va voir rapidement le commerce du vin qui va fructifier et qui va devenir très important. Et on peut dire que la richesse donc de La Rochelle, à partir du Moyen Âge, c'est d'une part le sel et d'autre part donc le vin. J'ai vu qu'il y avait une appellation du vin de La Rochelle, le petit vin de La Rochelle. Le petit vin de La Rochelle. Alors, le vin était très réputé à cette époque, essentiellement. Donc, alors on reparlera, mais je suis pas le mieux placé pour en parler du Chauchet, qui était donc le cépage donc traditionnel, qui donnait des vins de très grande qualité, qui sont cités déjà à la cour de Philippe Auguste à cette époque. Donc, des vins de très grande qualité, et donc un vin commerce qui va se développer essentiellement avec les pays du Nord, avec la Flandre, en particulier avec Dam, qui était l'avant-port de Bruges, avec les Pays-Bas, avec la ligne hanséatique et avec donc l'Angleterre. Là aussi intervient donc les fluctuations de l'histoire, avec donc l'occupation anglaise. Lorsque les Anglais vont être refoulés donc de l'Aunis et de la Saintonge, à ce moment-là va prospérer donc le commerce du vin autour de Bordeaux en Aquitaine, et effectivement donc un coup d'arrêt un peu au commerce strictement donc aunisien. C'est la guerre de 100 ans aussi. Alors ça, c'est pendant la guerre de 100 ans, avec tous les aléas de la guerre de 100 ans, et aussi avec malheureusement les guerres, les épisodes de disette, de famine, les ravages des vignes, enfin etc. J'ai vu la peste noire. Oui, la peste noire, oui, qui a détruit des millions de personnes à cette époque, qui était une véritable catastrophe. Pour dire, ça a été des périodes extrêmement donc troublées, mais le commerce a toujours réussi à subsister, en particulier donc avec la Flandre, et on retrouve la trace de nombreux Rochelais qui sont donc installés en Flandre ou aux Pays-Bas ou en Angleterre, et inversement de nombreuses familles étrangères qui viennent donc s'installer à La Rochelle, et on en trouve encore les traces dans les noms et dans les bâtiments encore aujourd'hui dans notre ville. J'ai vu également que malgré toutes ces calamités qui sont arrivées dans notre pays d'Aunis, les paysans ont toujours essayé de bien protéger les vignes. C'était leur richesse. C'était leur richesse. Donc en particulier donc les bourgeois rochelais qui ont protégé leurs biens, et qui ont aussi au fil du temps essayé d'acquérir le plus d'avantages possible, d'exonération de taxes, de facilitation du commerce, et on le retrouve pendant toute cette longue période donc du Moyen Âge, pour arriver jusqu'à la fin donc de la guerre de 100 ans. Voilà. Monsieur Romanet, merci beaucoup pour cette première partie de l'histoire de la vigne en Aunis, et nous reviendrons avec vous, je pense, pour reparler de la vigne après Henri IV. Voilà. Merci. Je vous en prie. Entre nos cultures,